Bonjour, donc je vous remercie d'être présent aujourd'hui. On va commencer ce webinaire puisque ça s'est stabilisé et tout le monde a réussi à passer la première étape de Big Blue Button. Je vous remercie d'être présent pour ce 9e webinaire de la série donc Olympic Games and Global Cities, Jeux Olympiques et Ville Globale, que nous avons initié il y a maintenant un an depuis donc le cas de Tokyo 2020 qui était alors en attente d'être reporté jusqu'à aujourd'hui, où on va discuter des candidatures européennes pour 2024. Je remercie Michel Kobel et William Casparini d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré et sera disponible ensuite sur la plateforme au GGC de la Fondation France-Japon de l'École des hautes études en sciences sociales. Je vais leur laisser la parole. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou alors attendre la fin de la séance pour les poser une fois que nos deux intervenants auront fini leur présentation. Voilà, Michel, je vous laisse la parole pour commencer. Je vous remercie encore une fois et très bonne présentation à vous deux. Merci Alexandre et merci donc à vous, à l'École des hautes études en sciences sociales, à Fondation France-Japon, de nous donner l'occasion d'exposer aujourd'hui une recherche que nous avons réalisée collectivement dans le cadre d'une initiative d'excellence dont je parlerai tout à l'heure. Je vais présenter donc cette recherche en deux temps. D'abord un petit peu cette recherche d'une manière globale pour comprendre qu'est-ce qui a été notre objet d'étude, mais vous le voyez dans le titre déjà, hein. Et dans un deuxième temps, je prendrai un cas particulier, celui que j'ai étudié en allant à Hambourg, en réalisant un certain nombre d'interviews d'acteurs clés de la candidature de Hambourg pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ensuite, je céderai la parole à William Gasparini, avec qui j'ai travaillé sur ce projet et avec d'autres que je citerai tout à l'heure, et qui d'abord parlera du cas que lui-même a étudié, c'est le cas de Rome, avec sa configuration particulière. Et ensuite, il terminera sur une ouverture sur l'internationalisation et ces aspects-là. Voilà. Donc, la première chose que je peux dire par rapport à cette place des citoyens dans les candidatures aux Jeux Olympiques, c'est que ces candidatures, jusqu'à il y a peu, on va dire, dans l'histoire des candidatures aux Jeux Olympiques, étaient un petit peu confinées dans des sphères politiques, que ce soit au niveau sportif, au niveau des élus locaux, par exemple, les maires des métropoles qui voulaient accueillir les Jeux Olympiques, bien sûr les gouvernements qui sont très très présents également, et les comités olympiques, qu'ils soient bien sûr le comité international et le comité national qui est bien sûr toujours concerné et au cœur des décisions. Évidemment, auprès des politiques, que ce soit au niveau sportif ou au niveau du personnel politique, il y a bien sûr aussi un ensemble de fonctionnaires ou de chargés de mission qui travaillent étroitement en collaboration avec ces élus, avec ces responsables, et qui ont leur rôle à jouer, qui ont un certain pouvoir, et qui travaillaient donc de concert avec une sorte de consortium de personnes qui décidaient de ces candidatures sans que les citoyens soient mis au courant ou soient disons, partie prenante de cette affaire. Or, ces citoyens, eh bien, ils existent quand même plus ou moins dans ces candidatures, puisqu'il y a eu des mouvements de contestation qui sont devenus de plus en plus fréquents, que ce soit par rapport à des régimes politiques associés aux pays qui accueillaient les Jeux Olympiques, où il y a eu des boycotts, par exemple, de Jeux Olympiques. Mais il y a eu également, si vous voulez, une critique de plus en plus médiatisée par rapport à des critiques construites par des chercheurs plutôt engagés, plutôt militants, avec des argumentaires qui se sont développés progressivement, pas seulement par rapport aux Jeux Olympiques, mais par rapport à tous ces grands événements internationaux, des grands événements bien sûr sportifs. Bien sûr, vous savez aussi que la scène olympique est une scène médiatique et que de ce fait, des mouvements, des sportifs même engagés ont pu utiliser la scène olympique comme moyen d'exprimer leur engagement, par exemple la lutte contre le racisme.
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que parallèlement à tout ça, depuis les années 80, 90 et de plus en plus depuis les années 2000, il y a un développement généralisé on va dire, d'un mouvement de participation des citoyens, de démocratie participative, qui montre que le champ politique, du fait peut-être des critiques de plus en plus importantes, du fait des médias, par exemple, hein, de plus importantes de leur légitimité, ont peut-être souhaité de plus en plus donner une place aux citoyens dans des processus politiques, y compris dans le domaine sportif. Alors, cette participation et, d'un autre côté, cette contestation s'est développée dans les phases de candidature. Vous savez que les candidatures durent au moins 10 ans, enfin se préparent au moins une dizaine d'années avant la tenue des Jeux. Et du fait de ce recul et de cette plus forte médiatisation de ce processus de candidature, il y a effectivement des citoyens qui, soit d'eux-mêmes, commencent à contester cette candidature, donc ce que je pourrais appeler un mouvement de bottom-up, et il y a également, du côté des candidatures elles-mêmes, des candidats, des métropoles et des gouvernements, une volonté de mettre en place des dispositifs de participation pour faire participer la légitimité de ces grands événements. Alors, on peut voir aussi que le CIO lui-même a évolué de ce point de vue, a mis en place dans le cahier des charges pour proposer une candidature, il y a désormais une obligation de consultation des citoyens, mais qui n'est pas, on va dire, très définie, hein, très cadrée. C'est une obligation floue, qui fait que les différentes candidatures optent, par exemple, pour des référendums d'un côté, des consultations sous forme, par exemple, de sondages d'opinion de l'autre, une participation des réseaux sociaux et une diversité, on va dire, de la manière dont les candidats se saisissent de cette obligation floue pour mettre en place quelque chose pour faire participer les citoyens d'une manière ou d'une autre. Donc, parallèlement, bien sûr, il y a aussi le développement de mouvements de contestation de plus en plus organisés. On voit que des argumentaires sont repris par certains mouvements militants locaux, souvent liés donc à la perspective de métropoles qui veulent se doter, bien sûr, de méga structures d'accueil des Jeux Olympiques, qui vont bouleverser des plans de développement locaux et les orienter d'une manière ou d'une autre qui vont appeler à une contestation de la part notamment de mouvements écologistes qui vont pas considérer que ces événements internationaux vont être favorables au développement, à un développement durable local, par exemple. Alors pourquoi j'évoque là la notion d'internationalisation? C'est parce que dans nos études de cas particuliers, on a vu que des mouvements de contestation, par exemple à Boston, ont pu être importés à Hambourg, par exemple, et dans d'autres lieux, sous la forme d'invitations d'activistes de l'autre côté de l'Atlantique, pour participer à des conférences locales, pour participer à développer des argumentaires locaux ici et là, donc dans les différentes candidatures. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a une contestation et des argumentaires qui se sont développés à travers des réseaux sociaux et ont amené la contestation peut-être à se développer dans d'autres lieux que simplement ceux dans lesquels ils étaient nés. Alors, bien sûr, tous ces éléments étaient le cœur de notre recherche, qui a donné lieu à une initiative d'excellence qu'on appelle ici à Strasbourg postdoc, parce qu'il y a différentes initiatives d'excellence. Dans le cas précis, l'initiative d'excellence qui a été lauréate, si vous voulez, d'un postdoc, qui a été d'abord occupé par Hugo Bourbière, qui s'est occupé de la partie recherche avec William Gasparini et moi-même.
Et ensuite, Tonio Rival, parce que Hugo Bourbière a été embauché comme maître de conférence à Rennes. C'est Tonio Rival qui l'a remplacé sur le postdoc et notamment sur l'organisation d'une journée d'études internationale que nous avons réalisée le 11 février dernier, en ligne, puisque les conditions n'étaient pas réunies pour la faire en présentiel. Nous avons donc proposé cette recherche en proposant une étude de cas de quatre métropoles qui ont proposé leur candidature en Europe pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc, ce travail a été fait de différentes manières, qui a été plus difficile du côté de la candidature de Budapest, où on a eu beaucoup plus de mal à approcher les acteurs politiques. Mais là où nous avons pu développer beaucoup plus notre travail, c'était donc le cas de Hambourg, le cas de Paris, vainqueur. Hein. Alors, je vais juste vous montrer quelques éléments. Et le cas de Rome, qui a été plus particulièrement étudié par William Gasparini, et de celui de Hambourg par moi-même. Donc, je vais, pour aborder de manière plus précise la manière dont on a pu travailler, je vais vous montrer l'exemple de Hambourg, et ensuite William Gasparini va passer à celui de Rome. Alors, dans chaque cas, nous avons essayé de situer dans le temps les différents éléments importants qui ont pu influencer la candidature et faire que cette candidature a pu être modifiée, affinée, avec des dispositifs de participation, avec des référendums dans le cas de Hambourg. Hein. Il faut savoir que Hambourg ne peut plus, enfin, d'une manière générale, en Allemagne, l'évolution de l'Allemagne d'un point de vue de la participation des citoyens ne peut plus se passer d'une consultation des citoyens au niveau local depuis les années 80. L'Allemagne a évolué de ce point de vue. Il faut savoir que l'Allemagne a bien sûr engagé un processus de décentralisation très fort en direction des Länder. Et il n'est pas possible en Allemagne de faire un référendum national sur ce genre de questions. La loi fondamentale en Allemagne ne le permet pas. Et par contre, sur le plan local, ça s'est énormément développé. Donc, il n'est plus possible en Allemagne de préparer et d'organiser un événement de cette ampleur sans qu'il y ait un référendum local et un accord de la population pour accueillir cet événement. Le problème, c'est que Hambourg n'a pas été le premier cas en termes de méga événements, notamment de Jeux Olympiques. Et il y a plusieurs récentes consultations qui se sont soldées par des échecs, hein, notamment en Bavière en 2013. Et donc, le contexte n'était pas du tout favorable. Il y a ensuite d'autres contextes qui concernent le cas de Hambourg, puisque Berlin était également candidate pour ces Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la compétition entre Berlin et Hambourg s'est soldée par un succès de Hambourg qui n'était pas lié à des contextes, on va dire, de volonté politique locale qui étaient plus favorables, de moyens financiers qui étaient plus favorables à Hambourg. C'est essentiellement les consultations organisées par des organisations de sondage, par des instituts de sondage, qui ont fait que l'échec de Berlin a été en fait lié à des sondages d'opinion. Donc ça, c'est intéressant de voir que les sondages d'opinion ont déjà commencé, ont déjà initié, si vous voulez, une participation des citoyens. Bien sûr, les sondages d'opinion, ce ne sont pas tous les citoyens qui participent. Ce sont des sondages d'opinion qui sont organisés sans réelle problématique, sans hypothèse, sans questionnaire construit, etc. Vous savez que les sondages d'opinion, les instituts de sondage ne travaillent pas de manière scientifique.
et sont très influencés par les médias. Donc, les médias et le contexte politique va énormément influencer l'opinion des personnes qui sont sondées, que la construction de l'échantillon est très aléatoire, puisqu'elle est uniquement liée à 4 critères qui sont l'âge, le sexe, la profession et la région d'habitation, comme tous les sondages d'opinion depuis des dizaines d'années. Et que ça fait que le résultat du sondage est très fortement lié à ces critères et à l'ambiance qui règne au moment du sondage. En tout cas, la suite de l'opération fait que la contestation s'est développée à Hambourg. Le problème, c'est que la contestation était portée par un mouvement qui n'avait quasiment aucun moyen, mais c'était un mouvement qui a réussi à rassembler différents petits mouvements, micro-mouvements, qu'ils soient de partis politiques, qu'ils soient des mouvements de citoyens, des mouvements associatifs. Donc, il faut comprendre que dans le cas de Hambourg, c'est le fait qu'il y ait eu plusieurs mouvements agrégés autour d'un slogan qui est donc No Olympia, un slogan qui a été utilisé dans bien d'autres candidatures, mais qui a été limité par le fait qu'il n'y ait quasiment aucun moyen financier. Donc, ce mouvement a été porté par des réseaux sociaux, a été médiatisé de manière très faible par rapport en comparaison à la médiatisation de la candidature de Hambourg portée par les organisations locales, la mairie de Hambourg, et tous les médias étaient favorables plutôt à l'accueil des Jeux Olympiques. Donc, la contestation était relativement faible, mais présente. Donc, cette médiatisation a été faite par des petits stickers, par des affiches, par les réseaux sociaux, et l'argumentaire, par contre, était très construit. Et les personnes qui ont pu être sensibilisées ont été beaucoup, initiées à toutes les conséquences négatives que pouvait avoir l'accueil d'un grand événement. Donc, il y a eu des contre-propositions qui se sont développées de manière à ce qu'il ne se soit pas considéré que simplement un non, avec un ensemble de contestations et de critiques, et donc également avec des propositions. De l'autre côté, donc, vous avez un consensus presque total aussi bien des acteurs fédéraux que des acteurs politiques. Et les médias, on le voit par des analyses qui ont été faites par des études, montrent que 80%, grosso modo, des articles qui ont été publiés dans les journaux locaux, qui sont très importants, ont été favorables aux Jeux Olympiques. Et on a même, de manière étonnante, eu des discours faits par les médias eux-mêmes, par les représentants des médias, par les rédacteurs en chef des rédactions des principaux journaux locaux, qui étaient en faveur de l'accueil des Jeux. Ensuite, il faut parler aussi parfois de certains contextes qui ont pu aller à l'encontre de l'accueil des Jeux. Il faut savoir qu'à Hambourg, il traînait depuis au moins 10 ans un projet pharaonique d'une philharmonie, d'un bâtiment qui a coûté 10 fois plus cher que ce qui a été annoncé au départ. Et la population a été, si vous voulez, la candidature a été plombée par le fait que ce bâtiment pharaonique, ce projet pharaonique porté par la mairie de Hambourg, a été un gouffre financier. Et ce gouffre financier, le bâtiment lui-même n'était pas encore construit au moment où le référendum a eu lieu, le référendum pour les Jeux Olympiques. Et donc, ce scandale a été très important. Il y a eu des démissions du maire qui avait porté ce projet. Et donc, le référendum a été plombé par cela.
Ensuite, il y a un autre aspect qui s'est immiscé, si vous voulez, juste au moment du référendum, c'est que il y a eu une faiblesse de la part des politiques au niveau local et au niveau national qui ont également plombé ce référendum, et notamment un gros doute sur l'engagement financier de l'État fédéral qui a été médiatisé d'une manière, de manière à ce que le ministre de l'Intérieur, qui était chargé d'annoncer de manière claire le soutien de l'État, dans un débat qui a précédé le référendum, a été très flou et a été considéré comme un désengagement de l'État par rapport à cet investissement. Et quand j'ai enquêté auprès des différents acteurs, je me suis aperçu que finalement, la question de l'accueil qui était concomitant, l'accueil de centaines de milliers de réfugiés, a été sans doute à l'origine du choix d'Angela Merkel à l'époque de douter et de ne plus vouloir financer ces Jeux Olympiques. Voilà. Donc vous voyez que cet exemple du cas de Hambourg montre que les citoyens sont présents de plus en plus dans les candidatures. On le verra aussi avec le cas que va développer William Gasparini, le cas de Rome, que les sondages d'opinion peuvent influencer, qu'il y a dans certains cas des processus de plus en plus cadrés, comme le processus référendaire qui est présent dans le choix ou non d'accueillir un grand événement sportif, et qu'il y a bien sûr des influences qui peuvent être extérieures ou de contextes locaux qui peuvent influencer donc les choix et l'accueil ou non des Jeux Olympiques. Voilà. Je vais laisser la parole à William Gasparini maintenant, avant de vous laisser la parole à tous pour les conclusions et les questions. Merci pour cette invitation, Alexandre Faure. On est très heureux de participer à ce séminaire qu'on a un peu suivi. Et je vais poursuivre. Donc, moi, je ne travaillais pas, si vous voulez, spécifiquement sur les Jeux Olympiques, mais c'est Michel Cobel, avec son programme, qui m'a embarqué dans cette aventure en 2018, il me semble, et qui m'a conduit à faire un travail de terrain à Rome, et je vais vous en parler par la suite. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est poursuivre ce qu'il a dit avec une autre étude de cas, parce qu'on travaille par étude de cas. C'est le cas de la candidature de Rome en 2014-2016 pour les JO 2024. Et ensuite, je voudrais vous parler d'une autre thématique, qui est celle des Jeux Olympiques comme vecteur de diplomatie européenne, ce qui est un peu nouveau depuis quelques années. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que dans le cadre de ma chaire Jean Monnet, qui est une chaire attribuée par la Commission européenne, je travaille beaucoup sur des questions d'européanisation du sport, et notamment des événements sportifs. Et c'est pour ça que je voudrais évoquer ce point qui est en fait une perspective à la fois sociologique et historique, mais qui relève aussi du domaine des études européennes, des European Studies. Donc, j'ai appelé ces deux interventions, j'ai nommé ça JOP, des enjeux locaux aux enjeux européens. Donc, je vais passer du cas local aux enjeux plus européens. Alors, tout d'abord, revenir sur le cas de Rome. J'ai appelé Chronique d'un retrait annoncé. Ça fait référence à un film italien, mais c'est surtout pour vous montrer que ce qui s'est passé à Rome, en fait, c'était un peu prévisible lorsqu'on regarde la configuration politique de la ville de Rome. Alors, comme Michel Cobel, je suis allé faire du terrain, parce que peut-être la différence avec d'autres travaux sur les candidatures, c'est qu'on ne s'attache pas qu'à étudier des dossiers ou des choses en ligne, mais on va interviewer les acteurs des candidatures. Donc, j'étais à Rome pour une mission de une semaine où j'ai interviewé les porteurs du projet du CONI, du Comité olympique national italien, notamment la présidente du comité d'organisation. J'ai interrogé des membres du conseil d'administration du CONI,
j'ai interviewé des journalistes parce que vous savez que il y a, comme l'a dit Michel, hein, il y a une influence très importante des médias qui étaient en Italie tous pro-candidature de l'Italie, parce que bon, c'est normal, hein, il y a des enjeux médiatiques, parce qu'il y a du papier qui sera vendu si jamais l'Italie organise les JO. Et vous savez qu'en Italie, on a beaucoup de quotidiens sportifs. Hein. C'est l'un des pays où il y a, je crois, le plus de quotidiens sportifs. La Gazzetta dello Sport, le Corriere della Sera, Tutto Sport. Et donc, c'est important d'avoir ces points de vue. Et puis, j'ai interviewé aussi des personnes opposées à la candidature, notamment des membres du mouvement des 5 étoiles, qui est un mouvement populiste qui se dit anti-système, mais qui était à la tête de la municipalité et qui était élu en 2016. Donc, je vais revenir sur tout ça et pour vous montrer que la contestation et le retrait de la candidature de Rome, c'est un fait politique total, parce qu'il y a une vraie influence d'enjeux locaux. Il y a eu le rôle d'un nouvel acteur dans le jeu politique, le mouvement 5 étoiles, qui était nouveau dans les années 2014, enfin qui prend de la place politique, c'est-à-dire il y a des membres du mouvement 5 étoiles qui sont élus dans des villes, dans des grandes villes, on verra, Rome, mais aussi Turin. Et la candidature au JO était un sujet de campagne électorale, c'est-à-dire qui a été à un moment donné, notamment au deuxième tour, un point important de la campagne, et ça fait basculer en fait, le résultat. Et comme pour Hambourg, il y a eu un rôle très important des réseaux sociaux qui ont été les principaux vecteurs de l'opposition à l'organisation des JO à Rome. Donc fin 2014, Rome est candidate aux JO de 2024. C'est avant tout une décision qui est politique, mais qui est portée par les élites et par le comité olympique italien. Là, on voit sur la photo Giovanni Malago, qui est le président actuel encore, mais qui était déjà du CONI. Il y a le président du comité d'organisation des JO, et il y a aussi Matteo Renzi, qui était le chef du gouvernement PD, c'est-à-dire les démocrates, c'est le centre-gauche, si vous voulez, en Italie. Et il y a eu un sondage en 2016 qui était réalisé avant la campagne, avec toutes les précautions qu'a soulevé Michel Cobel avant. C'est que les sondages sont des sondages qui n'ont été pas très bien faits, mais toujours est-il que le résultat, c'était qu'en 2016, en janvier, mais avant la campagne des municipales, 66% des Romains étaient favorables à la candidature et 77% des Italiens étaient aussi favorables à la candidature. Tout ça va changer par la suite dès qu'on rentre dans la campagne des élections municipales qui ont eu lieu en juin 2016. Et cette candidature a été un révélateur de l'état du champ politique local. Il y avait 3 candidats à l'élection municipale qui étaient pro-candidature au JO, et une candidate qui était opposée aux Jeux Olympiques, qui s'appelle Virginia Raggi, qui était la candidate du mouvement 5 étoiles, qui était un mouvement qui montait en Italie. Son programme, c'était essentiellement ce slogan « Rendre Rome aux Romains », et durant la campagne, elle se prononce contre la candidature de Rome aux Jeux Olympiques 2024. C'était la seule candidate. Elle dit que ce n'est pas la priorité de la politique municipale. Et ensuite, après le premier tour, il restait 2 candidats au deuxième tour. D'une part, Giachetti, qui était le candidat du centre-gauche, et son slogan, c'était « Rome doit revenir aux Romains ». Et sur la question des JO, lui, il était pro-candidature puisque son mouvement politique à l'échelle nationale, avec Matteo Renzi, qui était à l'époque le chef du gouvernement, et défendait la candidature de Rome. Et donc, ce qu'il défendait dans son programme, c'était un programme, on va dire, socialiste, centre-gauche, qu'il fallait défendre à travers les Jeux Olympiques. Il fallait mettre plus de sport dans les quartiers, les périphéries, et c'est ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Et donc, il voulait mettre plus de gymnases, d'équipements sportifs dans les profiter, si vous voulez, des Jeux Olympiques pour développer ce qu'il appelait le sport social. D'un autre côté, Virginia Raggi, qui était la candidate du mouvement 5 étoiles,
Elle dit que son slogan, c'était « Courage, il est l'heure de changer Rome ». Parce que Rome, c'est un vrai défi pour des élus locaux. Il y a beaucoup de problèmes d'équipement, de transport, de gestion des déchets. Et donc, sur la question des Jeux Olympiques, elle s'est prononcée contre. Et l'un de ses slogans, et le slogan du mouvement 5 étoiles, c'était que les Jeux Olympiques, les citoyens romains font les Jeux Olympiques tous les jours. Parce que ils ont ils rencontrent des problèmes. C'est une vraie course d'obstacles qu'ils rencontrent tous les jours pour aller au travail, pour se déplacer, pour prendre le métro, avec tous les problèmes que Rome a rencontrés. Voilà, donc en avril 2016, lorsqu'elle entre en campagne, elle publie sur sa page Facebook que le gouvernement devrait s'occuper de la dette avant de penser aux Jeux Olympiques, la dette de la ville de Rome qui est énorme. Quand on voit l'analyse des réseaux sociaux, on voit que les partisans du mouvement 5 étoiles qui sont très connectés, on va dire, il y a beaucoup de jeunes notamment, qui sont très favorables au retrait de la candidature de Rome, aussi pour des questions écologistes. Et on voit que les personnes qui militent, qui défendent la candidate Virginia Raggi, c'est un public électoral qui est assez large, qui est très diversifié, puisque le mouvement 5 étoiles a attiré surtout des jeunes et des jeunes adultes très connectés et opposés à la politique traditionnelle qui sont contre le système. Ce qu'ils disent, c'est du populisme, mais contre le système à droite et à gauche. Voilà, et en juin 2016, elle a été élue avec 67% des voix, ce qui n'est pas rien. Le leader du mouvement 5 étoiles, Beppe Grillo, publie sur son blog une tribune qui dit « Les Jeux à Rome, non merci ». Voilà. Et ensuite, il y a des réunions pour continuer à militer contre le non de la ville de Rome. Là, on voit à ma droite Daniele Frongia, qui est l'assesseur, qui est l'adjoint au sport de la ville de Rome, que j'ai rencontré, que j'ai interviewé. Et donc, il fallait maintenant se retirer. Une fois qu'elle a été élue, il fallait se retirer de la candidature. Et le slogan, c'était « Non aux Jeux Olympiques du béton ». No alle Olimpiadi del Mattone. Mattone, c'est le béton. Et donc, en septembre 2016, la maire annonce le retrait. Et quand j'ai interviewé l'adjoint au sport de la ville de Rome, il dit 67% des voix pour Raggi. C'est davantage qu'un sondage ou une enquête, c'est une consultation grandeur nature parce qu'elle avait annoncé lors de sa candidature qu'elle allait se retirer des Jeux Olympiques de la candidature. Voilà. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a les élections actuellement qui se passent à Rome et dans de nombreuses villes. La maire a été battue au premier tour. Donc, elle n'a pas réussi à rester pour un deuxième mandat. Nous attendons les résultats qui auront lieu la semaine prochaine du deuxième tour, mais à l'heure actuelle, c'est le PD, c'est-à-dire c'est le centre-gauche contre la droite. Il y a deux candidats qui restent. Et le point principal de Rome, c'est la qualité, le point principal de la campagne, c'est la qualité de vie urbaine qui ne cesse de se dégrader, qui reste l'enjeu du scrutin. Si vous suivez l'actualité, il y a énormément de problèmes de ramassage des ordures, les transports sont déficients, les transports publics, il y a une dette de 12 milliards d'euros, donc elle n'a pas réussi son pari, et donc elle a été éliminée par les Romains. Donc voilà rapidement quelques explications, quelques précisions sur cette étude de cas à Rome. Bon, on a beaucoup de choses à dire, mais Michel Quebel ne l'a peut-être pas dit, mais nous avons publié un article où on développe chaque cas du programme de l'IDEX. Maintenant, j'aimerais aborder un autre point. Et là, on passe aux enjeux européens. Donc, on ouvre la focale et j'essaie de voir si les Jeux Olympiques sont aussi vecteurs d'une diplomatie européenne qui n'existe pas vraiment. Parce qu'il y a surtout de la diplomatie, c'est surtout un travail des États, c'est surtout à l'échelle nationale qu'on fait de la diplomatie. Mais vous allez voir que de plus en plus se développe l'idée que les Jeux Olympiques peuvent devenir un vecteur de diplomatie européenne, et je vous montre comment ça se construit. Est-ce qu'il faut faire des JO 2024 à Paris, des Jeux de l'Europe? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que
en mai 2018, il y a eu un séminaire européen avec tous les ministres des Sports de l'Union européenne qui a eu lieu à Saint-Denis. Et l'idée, c'était d'européaniser les JO de Paris, c'est-à-dire de les rendre plus européens. Alors pourquoi? Mais parce que ça fait partie de la stratégie du président Macron, qui veut donner une dimension européenne à sa politique, et notamment en ce qui concerne l'organisation des grands événements sportifs. Et l'idée de ce séminaire, la conclusion, c'était de faire de l'édition 2024 des Jeux de Paris les Jeux de l'Europe. Et à travers ces Jeux, c'est de promouvoir la citoyenneté européenne. Je reprends, c'est pas moi qui le dis, c'est la conclusion de ce séminaire, promouvoir la citoyenneté européenne et promouvoir l'excellence environnementale dans la construction des infrastructures et l'organisation des événements. C'est-à-dire que Paris veut devenir un exemple pour les prochains Jeux olympiques, et notamment ceux organisés en Europe, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour baisser le coût carbone, etc. Et donc, il y a eu une déclaration d'intention qui a été signée le 31 mai pour une vision européenne du sport à l'horizon des Jeux olympiques de 2024. Alors, voilà. Les JO de Paris ont aussi eu le soutien du Parlement européen depuis 2017, le soutien du président du Parlement européen, mais aussi de l'intergroupe sport, c'est-à-dire c'est l'ensemble des députés qui s'intéressent aux questions sportives, des députés européens. Parce que tous ces acteurs européens estiment que Paris 2024 incarne les valeurs de l'Union européenne à travers les Jeux olympiques. Alors voilà, tout ça se situe dans une problématique d'européanisation du sport. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « Des baskets plutôt que des mallettes », c'est-à-dire faire de la diplomatie grâce aux grands événements sportifs plutôt que de faire de la diplomatie, même si ça continue évidemment, dans des cercles uniquement politiques, avec des représentants, des ambassadeurs, des représentants avec leurs mallettes qui vont défendre l'européanisation. Donc, il y a une européanisation des Jeux olympiques et paralympiques, notamment à travers les JO de 2024, puisque depuis 2015, le sport de haut niveau est considéré par la Commission européenne comme un outil de diplomatie sportive qui permet d'améliorer la politique extérieure. C'est-à-dire qu'à travers des grands événements sportifs qui ont lieu dans les pays de l'Union européenne, c'est une image de l'Europe qui circule et qui se diffuse dans le monde entier. Tout ceci rentre dans une politique d'européanisation du sport. Alors, vous savez que, et ça a été dit, je pense, dans les précédentes communications dans le séminaire, les Jeux olympiques et la diplomatie, c'est avant tout une affaire traditionnelle des États. Michel Cobel l'a rappelé, les JO modernes, c'est une scène de prestige des États, c'est une médiatisation du capital de notoriété des nations dans le cadre de la compétition internationale et de la mondialisation. Donc, historiquement, et encore aujourd'hui, c'est une affaire d'État. Tous les JO, tout comme la diplomatie, qui est une affaire d'État, c'est la mise en œuvre de la politique étrangère d'un État. C'est la défense des intérêts nationaux, qui est l'un des principaux objectifs. Mais de plus en plus, on parle de diplomatie sportive, et c'est la Commission européenne qui développe cette notion, qui n'a rien de scientifique, mais qui développe cette notion. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les JO vont devenir de nouveaux outils de la diplomatie européenne? Et moi, je pense que c'est plutôt un laboratoire pour saisir le processus d'européanisation informelle du sport. Tout ça, ça se situe dans le contexte de la construction européenne, puisque la construction européenne, c'est une lente dépossession du pouvoir par les États membres au profit d'une entité supranationale, l'Union européenne, qui va avoir des nouvelles prérogatives, et ça se construit progressivement tout au long du XXe siècle, et notamment à partir des années 1950, lorsque la communauté européenne se crée. Lorsqu'on regarde l'histoire de la construction européenne, on voit, en tout cas dans le sport, que l'Union européenne met en scène les États, met en lumière les nations d'Europe
notamment dans les compétitions européennes. Mais en même temps, elle instrumentalise aussi ces compétitions pour faire Europe, pour montrer que l'Europe, ce n'est pas que des textes du droit, mais c'est aussi des réalisations concrètes, comme par exemple des grands événements, l'Euro de football par exemple, ou alors des JO portés par des nations d'Europe. Et ce paradoxe, si vous voulez, mettre en lumière les nations, pour montrer que les nations existent à travers les compétitions, chaque fois qu'il y a des compétitions européennes, comme l'Euro de football, hein, j'en parle parce que vous avez sûrement suivi ça en juin 2021, c'est avant tout la mise en scène des nations. Hein. On a vu les couleurs des nations, les hymnes nationaux, etc. C'est la nation. Mais en même temps, la Commission européenne et l'Union européenne a aussi parlé de l'Europe à travers ces compétitions européennes. Et c'est un paradoxe qui est au cœur de ce que j'appelle le pouvoir symbolique de l'Union européenne. Comme je vous l'ai dit, les grands événements, les grands événements sportifs internationaux, c'est avant tout les États qui mettent ça en place. Mais en même temps, on voit que les États interviennent dans les Jeux olympiques. En 1920, par exemple, les gouvernements français, belges et britanniques ont exigé des comités olympiques de ces États qu'ils interdisent aux athlètes des anciennes puissances continentales, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, de participer aux Jeux olympiques d'Anvers. Donc, on voit que les gouvernements interviennent sur les Jeux olympiques à l'échelle continentale. On voit aussi que les grands événements sportifs, comme par exemple la Coupe du monde de football à Rome en 1934, mais aussi les JO de Berlin en 1936, ont été utilisés comme vecteurs de communication idéologique. Ça part des États, hein, c'est pas l'Europe. Ce sont les États qui utilisent ces grands événements pour faire circuler une image de leur, et puis faire montrer aussi la force de leur idéologie, qui est une idéologie populiste totalitaire. On voit aussi qu'il y a eu tout au long du XXe siècle des boycotts des JO. Et les boycotts, ça vient avant tout des États. C'est une arme diplomatique des nations. En 1936, hein, c'est très connu, mais aussi en 1956, pour protester contre les répressions de l'insurrection de Budapest, l'Espagne, la Suisse, les Pays-Bas boycottent, mais en même temps, il y a eu aussi un autre boycott de l'Égypte, de l'Irak, du Liban, qui refusent de participer après l'intervention militaire du Royaume-Uni au canal de Suez. Voilà, donc il y a eu tout au long du XXe siècle, moins actuellement, mais il y a toujours des appels à boycott. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a encore eu un appel à boycotter les JO de Pékin, et sans cesse, il y a des appels à boycott, mais ça part des États, même s'il y a une circulation internationale. Le sport est aussi utilisé comme outil de détente diplomatique. On a beaucoup d'exemples tout au long du XXe siècle, ce qu'on appelait la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis en 1971, mais il y a eu d'autres usages politiques des Jeux olympiques ou des grands événements pour détendre les liens entre différents États. Mais le sport sert, à travers tous ces exemples, on voit que le sport sert essentiellement à des intérêts nationaux. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils peuvent servir à un intérêt communautaire, c'est-à-dire un intérêt d'une entité qui est l'Union européenne. Et moi, je travaille sur ces questions depuis quelques années. Est-ce qu'on peut vendre l'Europe grâce au sport? Vendre l'Europe dans une communication interne à l'Union européenne, mais aussi vendre l'Europe à l'extérieur grâce au sport. Et donc, on voit que le sport a été largement utilisé par la communauté européenne, d'une part pour faire passer des messages politiques, c'est-à-dire pour vendre le projet européen, pour faire adhérer les citoyens de l'Union européenne au projet européen, mais aussi ensuite pour rayonner dans le monde. Et il y a ces deux stratégies. Elles apparaissent à deux moments, à deux périodes de la construction européenne. La première, je vais le développer un peu rapidement, entre 1960 et 2010, on a plutôt un sport qui est utilisé pour faire adhérer les citoyens européens au projet européen. J'appelle ça le sport au service d'une européanisation des citoyens. Et à partir de 2010,
C'est-à-dire qu'il faut attendre le traité de Lisbonne qui était voté en 2007 et appliqué en 2008. Il fallait attendre le traité de Lisbonne pour que le sport soit mis aussi au service du rayonnement européen dans le monde. Alors, à partir de 2010, il y a une diplomatie sportive européenne. Il faut quand même rappeler que le sport de compétition reste de la compétence des États membres et aussi des ONG, puisque les JO sont avant tout organisés par les comités olympiques avec les États et avec des villes, mais ce n'est pas, les Jeux olympiques ne sont pas de la compétence de l'Union européenne, ni du Conseil de l'Europe. Parce que les sports de compétition, en général, ça reste de la souveraineté des États. D'accord ? Mais depuis le traité de Lisbonne, le sport devient une compétence d'appui, qui est un terme utilisé en droit communautaire pour dire que l'Union européenne complète l'action des États membres dans un domaine, en l'occurrence ici, dans le domaine sportif, mais essentiellement pour développer la dimension européenne du sport. Donc, elle aide les États à condition que les événements organisés, que les projets développés développent eux-mêmes la dimension européenne du sport. C'est pour développer ces dimensions que l'Union européenne participe, finance des projets, dans le cadre notamment, par exemple, dans le cadre de Erasmus+ Sport. Donc, au titre de méga-événements organisés dans une ville, d'un pays membre de l'Union européenne, les Jeux olympiques contribuent dorénavant aussi à la diplomatie sportive de la Commission. Et dans son dossier de candidature aux Jeux olympiques, la France avait valorisé sa place au cœur de l'Union européenne en proclamant les Jeux parisiens éminemment européens. Je reprends ce qui était dit. Donc, ce processus d'européanisation débute dès la fin des années 1950. C'est en 1960 qu'on a les premiers, ce que j'appelle les usages européistes du sport dans le cadre d'une politique symbolique interne à la communauté. Ça se fait aussi à travers la musique, à travers l'Eurovision, mais ça s'est surtout développé à travers le sport. Par exemple, déjà en 1954, Jean Monnet, qui était l'un des pères fondateurs de la communauté européenne, imagine lui-même l'organisation d'un match annuel de football acier contre charbon, c'est-à-dire les pays membres de la CECA dans le cadre de la CECA. À partir des années 1960, il y a de plus en plus de discours qui circulent dans les espaces nationaux européens et qui tendent à suggérer l'idée d'une identité ou d'une dimension européenne du sport. Alors ceci est repris en 1966, par exemple, pour la première fois, un journaliste sportif italien qui était chef du service sportif de la RAI, qui est la radio et la télévision italienne, publie un article dans une revue fédéraliste, Comunità Europea, qui est la communauté européenne. Il diffuse l'idée qu'il faudrait créer une nation sportive européenne qui pourrait concurrencer les grandes nations sportives dans les compétitions européennes, parce qu'on remarque que aux Jeux olympiques, c'est toujours c'est l'URSS, c'est les USA qui gagnent, et si on agrégeait tous les pays de la communauté européenne, on aurait beaucoup plus de médailles que si chaque nation allait aux Jeux olympiques. Donc voilà, ça c'est une idée qui émerge là. C'est repris progressivement par le service de presse et d'information de la Commission européenne, qui lance l'idée de développer une coupe de football du marché commun. Alors cette coupe de football du marché commun, qui est née en 1966, elle a fait long feu parce que l'UEFA a refusé que la communauté européenne s'occupe d'une compétition européenne parce que c'est de la prérogative des organisations associatives, notamment de l'UEFA. Voilà, donc ça n'existe plus, cette idée, elle a été mise au placard, mais en partir de 1985, la communauté européenne développe aussi l'idée de grandes compétitions européennes cofinancées, par exemple la course de l'Europe à la voile, qui était cofinancée par la communauté européenne, ou le Tour de l'avenir de la communauté européenne, qui est un tour de l'avenir du cyclisme, qui a aussi été développé, toujours dans l'idée que ces grandes épreuves sont très médiatisées, et à travers la médiatisation et les logos
les prises de parole de la Commission européenne, de l'Union européenne, on suggère qu'il y a des grandes compétitions qui sont les produits de la communauté européenne. Voilà, je vais bientôt terminer. Alors tout ça, ça se situe évidemment dans un contexte politique. Le sport est l'un des leviers de la structuration progressive d'un champ européen qui est un champ faible, qui a peu de pouvoir, sauf qui a peu de pouvoir juridique, si vous voulez, parce que le sport reste de la compétence des États membres, mais qui de plus en plus développe un pouvoir symbolique. C'est un champ qui accumule progressivement des compétences juridiques, économiques, mais qui assure essentiellement un pouvoir symbolique. Et les grands événements sportifs européens, ce sont les instruments de l'extension du champ du pouvoir symbolique européen. Et on voit dans le sport en France, si on fait un petit retour historique, que le sport est avant tout du pouvoir des États. De 1940 à 1980, il y a un processus historique de concentration des pouvoirs et des ressources étatiques, mais que progressivement, il y a un processus de dépossession d'une partie des ressources et de l'autorité à partir des années 1980 au profit d'autres pouvoirs économiques suite à la privatisation, pouvoir des collectivités territoriales, l'État se dessaisit progressivement du pouvoir sportif, et pouvoir aussi de l'Union européenne à travers ce processus d'européanisation. Voilà, donc j'en ai terminé. J'avais promis de terminer vers 11 heures pour laisser la place à la discussion, au débat. Si vous voulez approfondir toutes ces questions, j'ai vu très rapidement, notamment le deuxième point sur la question du pouvoir symbolique à travers le sport en Europe. Il y a plusieurs papiers, textes qui ont été publiés. Avec mon collègue François Doppler-Speranza, on a publié un papier qui va sortir en décembre seulement, sur ces modèles sportifs européens. Le texte qui est en lien direct avec la deuxième intervention va paraître là, incessamment sous peu, dans un mois, dans la revue politique européenne qui s'appelle Vendre l'Europe, le sport comme vecteur de communication du projet européen entre 1966 et 1985. Je rappelle que quand je travaille sur ces questions, je travaille à partir des archives de l'Union européenne. Donc, j'ai beaucoup travaillé aux archives de l'Union européenne de l'Institut universitaire européen de Florence, où j'ai travaillé sur des papiers, des textes de première main publiés par les principaux acteurs à partir des années 1960. J'ai aussi publié avec des collègues, Fabien Archambault qui est historien et Stéphane Beau qui est sociologue, un grand ouvrage, le football des nations. Là, on travaille plutôt sur le football comme vecteur aussi de communication, mais aussi d'adhésion des peuples à l'idée nationale. Un ouvrage aussi consacré plutôt cette fois-ci au football en Europe, l'Europe du football, socio-histoire d'une construction européenne. Voilà, donc il est pratiquement 11 heures, j'en ai terminé. Merci pour cette très bonne présentation. Alors, je vais laisser comme prévu la place aux personnes qui veulent poser une question, soit par le micro, soit en les écrivant dans le chat. Je vais lancer le bal en attendant que quelqu'un se désigne. J'avais une première question, peut-être plus sur la question de Hambourg, dont vous avez présenté la candidature et l'échec de cette candidature au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement si vous avez une explication sur le nombre de projets en Allemagne qui connaissent des surcoûts faramineux? Vous avez parlé du Philharmonique à Hambourg, mais on a aussi la gare de Stuttgart, l'aéroport à Berlin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on connaît les flambées des coûts dans les grands projets, ça peut doubler, ça peut tripler. Dans le cas allemand, on a quand même des projets où c'est 7 ou 10 fois supérieur au coût initial, ce qui est quand même pas du tout les mêmes idées. Donc, pouvez-vous nous dire un petit peu si vous avez une idée autour de ça?
Mais bon, pour les Jeux Olympiques, il y a eu aussi des surcoûts de ce type-là. Hein. Mais en fait, le surcoût, c'est pas tant les problèmes qu'il y a eu, des problèmes de construction, de soubassement, etc., parce qu'ils voulaient le construire à un endroit bien précis, dans une île entourée d'eau, etc. C'est pas tellement ça qui était important. C'était le fait que la population a entendu parler de ces surcoûts qui se sont ajoutés d'année en année, qui les ont excédés parce que les journaux locaux n'arrêtaient pas de les évoquer, et c'est ça qui a joué. Quand on parlait des sondages tout à l'heure, on a beau expliquer que les sondages ne valent pas grand-chose, hein, mais l'important c'est que les sondages ont un poids médiatique énorme. On le voit aussi dans les élections, hein, donc c'est le poids médiatique des sondages qui fait sa force. Donc là, quelles que soient les raisons de ce surcoût, c'est pas ça le plus important. C'est le fait que ça a excédé la population et que lorsqu'on leur a parlé des Jeux Olympiques et qu'on leur a dit voilà, ne vous en faites pas, ça ne coûtera pas beaucoup plus pour les deniers locaux, parce qu'il faut savoir que les impôts locaux sont directement impactés par ce genre de projet, et les gens ont vu leurs impôts augmenter à cause du surcoût de ce projet pharaonique. Donc là, c'est du concret. Quand les gens comprennent qu'un projet porté par la municipalité va avoir un impact sur leur porte-monnaie, comme on le dit là-bas, hein, eh bien, c'est catastrophique sur le plan de l'opinion. Et donc, quand les gens ont vu donc ce nouveau projet et qu'ils ont entendu parler des surcoûts d'autres projets olympiques dans d'autres métropoles, eh bien, ils ont dit non, quoi. Enfin, et ils n'ont pas dit non à 80%. Ils ont dit non à 54%, 53%. Mais ça a suffi, bien sûr, à démobiliser ensuite tous les partenaires, puisque pour eux, le résultat du référendum a été décisif sur l'arrêt total du projet. Et maintenant, c'est pas demain la veille que Hambourg va recommencer à candidater pour les Jeux Olympiques. Et ce qui signifie qu'on est plutôt donc dans un modèle d'opposition comme on a pu voir après Montréal avec l'augmentation des impôts locaux à très long terme à cause des Jeux. Je pense à Rome aussi qui est dans un système un peu plus fédéral. Donc finalement, la population voit l'augmentation des impôts, l'augmentation des coûts qui signifie quelque chose sur le plan personnel, individuel. Et donc on est quand même opposé à la vision parisienne où ça va être un investissement national. Les habitants de Saint-Denis et d'Aubervilliers, bon, à part l'histoire de la piscine d'Aubervilliers, mais on pourra y revenir, mais pour les autres, il y a individuellement, localement, il n'y a pas de vision sur les impôts, en tout cas pas autant que dans le cas de Hambourg, Rome ou Montréal. Et je dirais même que Budapest, où c'était un projet national, les habitants de Budapest ne voyaient pas immédiatement la facture. Est-ce que ça joue énormément, à votre avis, dans la façon dont on perçoit les Jeux aujourd'hui? Et je dirais même, de ce point de vue-là, à Rome et à Hambourg, est-ce que le débat était purement local ou est-ce qu'il a réussi à être nationalisé d'une certaine manière? Parce que dans le cas parisien, on ne sait pas trop où se situe le débat. Il n'est ni très local, ni national, ni grand parisien. Il est un peu dans le flou. Comment ça s'est passé à Hambourg et Rome? Alors, à Hambourg, en tout cas, je peux pas répéter, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu les deux, en fait. Il y a eu des arguments développés par l'opposition qui étaient proprement locaux. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans la vie locale des gens, pas seulement sur le plan des impôts, hein, mais qu'est-ce que des grands bâtiments comment est-ce qu'on va s'en servir par la suite? Donc ils ont eu une vision, ils ont développé chez les personnes la vision de cette après Jeux Olympiques, en prenant des exemples catastrophiques comme celui de Rome, hein, dont on va peut-être parler Guillaume Gasparini, mais ils avaient également des arguments non seulement nationaux mais internationaux. Parce que le cœur du projet, même s'il est localisé, qui s'inscrit dans le local, c'est une vision globale mondiale, je dirais. Est-ce qu'on doit encore continuer à développer ce genre de méga événements sportifs? Donc la critique était également d'une manière globale, pas seulement sur l'impact local. William. Alors oui, sur Rome, non mais vous avez raison. Sur Rome, le principal problème, effectivement, et ça a été dit dans toutes les élections, encore les élections actuelles, hein, puisque le débat a lieu actuellement encore, hein, c'est la question de la dette publique de la ville de Rome qui s'élève à 12 milliards d'euros. C'est le principal problème.
Ensuite, donc vous allez voir, hein, il y a un enjeu local qui est très fort parce que les chiffres ont été annoncés, même si les chiffres, bon, certains ont été peut-être manipulés pour des raisons électorales, mais il y a quand même une dette qui s'élève à plusieurs milliards, ça c'est sûr. Il y a un gros problème de transport, de déplacement à Rome, pour ceux et celles qui sont déplacés à Rome. C'est pas simple, le métro, etc. Et puis la place de la voiture. Hein. Et puis, il y a la gestion des déchets, qui est énorme. Ça a tourné en boucle, là encore, il y a quelques semaines, où on voit, alors déjà parce qu'il y a eu des inondations, et tous les déchets sont allés en mer, un peu comme Marseille, mais cette fois-ci dans le Tibre. Mais en même temps, on a vu des rats, on a vu des sangliers dans la ville, et donc ça a un impact énorme. Donc, il y a la question de la qualité de vie urbaine, qui est l'enjeu principal actuellement à Rome. Et donc, pour revenir, si c'est resté des enjeux locaux, à la différence des autres cas, il y a eu des élections locales. D'accord ? Donc, la question de la candidature a été instrumentalisée, a été utilisée par les candidats, mais plus par la candidate du mouvement 5 étoiles que par le candidat du système, entre guillemets. Hein, bon, je dis ce que disent les Italiens, parce que j'ai interviewé beaucoup de Romains, qui était le parti centre-gauche, avec Matteo Renzi, qui, eux, défendaient la candidature de Rome. Donc, à l'échelle nationale, les élites, si vous voulez, des partis politiques, sauf le mouvement 5 étoiles, défendaient la candidature. Et peut-être, et les Romains disaient, non, c'est une question qui nous touche, nous, puisque c'est une question locale, d'urbanisme local, etc. Et donc, c'est resté un enjeu local, mais en même temps, le mouvement 5 étoiles avait des enjeux nationaux. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement qui se développait anti-système avec Beppe Grillo, voulait s'implanter localement. Et donc, il voulait qu'il y ait des élus. Il y a eu la maire de Turin, qui était élue sous les couleurs 5 étoiles, et la maire de Rome. Donc, c'était une grande victoire pour le mouvement 5 étoiles. Actuellement, c'est le contraire. Actuellement, le mouvement 5 étoiles est en train de baisser à nouveau, de chuter. Il y a de moins en moins d'adhérents, de moins en moins de maires, et il y a un renouveau à nouveau du PD, c'est-à-dire du centre-gauche. Donc, vous voyez, c'est la conjonction des deux. Mais pour Rome, ce qui a été le plus important, hein, ce qui a le plus d'influence, c'est que, à la différence de Hambourg peut-être, c'est qu'il y a eu des élections qui ont eu un impact énorme. Il y a eu une campagne énorme sur les problèmes qui touchaient la vie des Romains, quoi, au plus près de la vie des Romains. Et les JO allaient dégrader, en fait, n'allaient pas arranger, d'après le discours du mouvement 5 étoiles. Merci. Autre chose, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour avoir interviewé les militants du mouvement 5 étoiles, et notamment aussi l'assesseur au sport, l'adjoint au sport, Daniele Frongia, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas opposés par principe aux Jeux Olympiques. Parce qu'à un moment, on aurait pu penser que, parce que Beppe Grillo l'a écrit souvent, que le sport, c'est l'opium du peuple. Il reprenait un peu, si vous voulez, ce qui se disait, ce qui circulait dans les militants du boycott, par exemple, ou dans l'extrême gauche. Mais très vite, il a vu que ça n'était pas un discours porteur. Et donc, il a dit, on n'est pas opposé. Et d'ailleurs, on défend la candidature de la ville de Turin pour les Jeux Olympiques. La ville de Turin qui était aux mains du mouvement 5 étoiles aussi. Donc, très vite, ils ont changé de discours. Mais voilà, vous savez que finalement, les Jeux Olympiques d'hiver de 2026 ont été attribués à Milan et Cortina d'Ampezzo. Et donc voilà, c'est peut-être parce que Turin avait déjà eu les JO en 2006, Cortina d'Ampezzo aussi en 1900, il me semble, 56, je ne suis pas sûr de la date. Et donc, Rome ne l'a pas eu, mais finalement, c'est Milan, Cortina d'Ampezzo qui a eu les JO d'hiver
Et donc, ça rassure aussi les Italiens. Oui, je voulais dire aussi autre chose, c'est que j'ai été invité par le Comité olympique italien pour présenter l'étude que nous avions faite. À un moment où ils se posaient la question d'une nouvelle candidature. Et donc, j'ai un peu expliqué tout ça, qu'il fallait consulter les habitants, etc. Et donc, ils sont en train maintenant de revoir un peu leur manière de faire. Et comme l'a dit Michel, il y a la charte du CIO qui demande à faire des consultations. Mais de plus en plus, je pense que dans les candidatures futures, on va être attentif à ce que pensent les citoyens et à la question de la qualité de vie dans la ville. Tout à fait. Et merci pour ces deux réponses. Je vais poser la question de Florent Lefebvre dans le chat. Donc, question pour Monsieur Gasparini. Comment les événements sportifs européens dans les années 60 et 70 peuvent-ils vendre l'idée européenne? Alors, en fait, dans les années 1960-70, aucun événement n'a vendu l'idée européenne. C'est resté au niveau de projets, d'idées, parce que rien n'a abouti, sauf à partir des années 1985, je vous l'ai dit, à travers le cyclisme, à travers la voile. Mais, si vous voulez, entre 60 et 70, l'idée vient essentiellement du service de communication et d'information de la Commission européenne. Si vous voulez, ce sont des eurofonctionnaires qui ont cette idée, qui est portée par certains militants de la cause européenne, ce que j'appelle des militants européistes, qui voulaient utiliser le sport pour développer l'idée européenne. Alors, c'est quoi l'idée européenne? C'est d'essayer de montrer, parce que vous savez, dans les années 70, il y a tout un mouvement d'opposition à la communauté européenne. En plus, à partir des années 1970, il y a une crise, avec la crise du pétrole. Et donc, si vous voulez, le projet européen est en panne. Et donc, ce que veulent faire les élites européennes, c'est de montrer concrètement au peuple européen qu'il y a des réalisations concrètes européennes. Par exemple, des grandes compétitions européennes. C'était leur idée, mais ça n'a jamais abouti. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur une histoire qui aurait pu se faire, mais qui n'a pas été faite. Dans les archives, on voit que par exemple, il y a l'ancien chef du cabinet de Jean Monnet, qui s'appelle Jean-René Rabier, qui lui écrit des textes. J'ai moi des archives manuscrites. Il écrit à Jean Monnet pour dire il faut utiliser le sport. Il faudrait utiliser le sport pour montrer que l'Europe, ce n'est pas que les élites économiques ou politiques, mais c'est aussi des choses très concrètes que les Européens peuvent voir à la télé. Ceci se fait en parallèle avec la montée de la médiatisation du sport. Parce que vous savez que jusque dans les années 1970, le sport est peu médiatisé. Mais à partir, et notamment les Jeux Olympiques de Rome, ça me permet de faire le lien, les JO de Rome, c'est une révolution médiatique. Parce que les JO de Rome sont diffusés dans toute l'Europe, en direct. C'est la première fois. Jamais avant, les JO étaient diffusés en direct. Et donc ça, c'est une prouesse technologique de diffuser en direct. Et progressivement, dans les années 1960, 70 et 80, les événements sportifs, les matchs, les compétitions européennes, les Jeux olympiques seront de plus en plus présents dans les foyers. Et donc, c'est pour ça que les eurofonctionnaires se disent, comme les JO ou les grandes compétitions européennes sont dans les foyers, il faut utiliser cette image. Il faut faire des discours sur l'européanisation, sur le fait qu'il y a une proximité, que l'Europe fait beaucoup, mais que beaucoup ne savent pas ce qu'elle fait. Et à travers le cofinancement, la mise en place de compétitions, elle aurait pu médiatiser ces actions. Sauf que, je l'ai dit, l'UEFA était contre. L'UEFA, j'ai le courrier du secrétaire de l'UEFA qui écrit à la Commission européenne qui dit non, l'organisation des compétitions européennes de football, c'est de la prérogative de l'UEFA. La communauté européenne n'a pas à s'en préoccuper. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a eu beaucoup d'intentions, mais des réalisations concrètes n'existent pas. Il faut attendre les années récentes, 2010, pour qu'on voit maintenant
qu'il y a des financements de projets européens à travers Erasmus+. Merci. Et si je peux un peu rebondir sur cette question pour vous deux, comment vous voyez alors les initiatives qui ont été prises en France, par exemple, pour proposer l'inscription des Jeux Olympiques, enfin de l'esprit olympique au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, il me semble que c'est des professeurs de l'Université de Montpellier notamment qui avaient initié cette inscription. Et inversement, comment on explique qu'on a voulu mettre le football européen comme là aussi un patrimoine mondial? Et est-ce que ça ne va pas à l'encontre justement de l'européanisation, cette vision qui pourrait justement être un peu universalisante du patrimoine qui est lié au sport et aux grands événements? Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler dessus, ou je sais que c'est un peu éloigné du sujet d'aujourd'hui, mais enfin, c'est pas très éloigné en fait du sujet d'aujourd'hui, parce que patrimonialiser les grands événements, c'est une chose assez singulière, et patrimonialiser les institutions du football, ou alors la façon européenne de faire du football avec les championnats nationaux et européens, c'est aussi une forme de normalisation des comportements des citoyens, mais aussi des professionnels du sport. Donc. Michel, tu as suivi, parce que moi, l'UNESCO, je n'ai pas trop suivi, mais... Non, j'ai pas très suivi, mais je peux quand même répondre d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté des discours se développer sur le sport pour tous, le sport santé, etc., où on veut que le sport atteigne les personnes les plus éloignées du sport, celles qui ont le plus de difficultés à pratiquer du sport. Et on s'aperçoit que d'un autre côté, quand on voit ce mouvement de volonté de faire sortir le sport d'exception finalement, le sport le plus visible qui est le sport de compétition, etc., on s'aperçoit qu'il y a une contradiction profonde entre d'un côté cette volonté de magnifier le sport d'exception, comme on l'a vu depuis toujours, hein, comme une sorte de moteur de la pratique quotidienne des gens, qui a des enjeux complètement différents. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment lier les deux et faire en sorte que ce sport d'exception, que ce soit d'un côté le sport professionnel, hein, ou le sport soi-disant amateur, hein, alors que le fait d'être devant que le sport olympique soit tellement médiatisé, ça donne envie d'y participer, parce que ça donne ensuite des moyens de développer une carrière pour les sportifs. Mais mettre en avant donc le sport comme s'il était hors sol, comme s'il était patrimonialisé, quoi. Je trouve que c'est vraiment contradictoire avec les autres discours. Alors, peut-être pour répondre à la question du fait de patrimonialiser le football européen. Alors, effectivement, c'est un débat très, très actuel, hein, qui revient de manière cyclique. Ce qui est mis en avant, c'est la défense du modèle sportif européen. Vous avez tous suivi ces discussions sur la création d'une ligue de football fermée, avec des grands clubs qui sont des entreprises, hein, et qui créent une nouvelle compétition moyennant finance, avec un cercle restreint, avec des franchises sur le modèle nord-américain, le modèle américain. Et donc, actuellement, la Commission européenne, l'Union européenne défend l'idée d'un modèle sportif européen. Le modèle sportif européen qui n'est pas le modèle américain, qui est un modèle qui est basé, si vous voulez, sur un lien très fort entre la base et le sommet. Il n'y a pas de coupure entre le sport professionnel et le sport amateur, ce qui est le cas peut-être aux États-Unis, et avec la notion de ligue ouverte, c'est-à-dire que quel que soit le club, s'il a de bons résultats, il peut accéder au niveau supérieur, et si un club de Ligue 1 perd, il descend en Ligue 2 et il descend en division nationale. Donc ça, c'est le modèle européen, et actuellement, le Parlement européen, la Commission européenne défend ce principe qu'on appelle le modèle européen, qui est un modèle historique, hein, basé sur la prérogative avant tout des organisations associatives, au détriment du modèle privé. Sauf que en Europe, on a maintenant des contre-modèles. Dans le basket,
il y a une opposition, un conflit entre la FIBA, la Fédération internationale de basket, sa délégation Europe, qui s'occupe des compétitions européennes, qui est une compétition organisée par une association, et d'un autre côté, je ne sais plus le nom maintenant, mais c'est la compétition organisée par un organisme privé financé par la Turkish Airlines, qui est une compétition fermée ou semi-fermée, privatisée. Donc il y a, voilà, c'est l'Euroleague, merci Victor Payon, je vois, j'ai un trou de mémoire, c'est l'Euroleague qui est contre cette organisation de la FIBA. Donc on a l'opposition entre un modèle nord-américain, et le basket est très influencé par le paradigme nord-américain, et le modèle associatif qui est le modèle historique européen, qui est partagé par tous les pays européens. Donc c'est vrai, il y a un débat, mais l'UEFA défend le modèle ouvert, défend le modèle sportif européen contre, si vous voulez, ces clubs privés qui essayent de créer en parallèle un top avec les meilleurs clubs de football, et même les supporters. Il y a eu beaucoup de débats. Les supporters défendent le modèle européen, les citoyens eux-mêmes. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ça dépasse les JO, hein, mais c'est vrai qu'il y a l'idée quand même, comme je l'ai dit avant, d'un modèle européen lorsqu'on organise des grands événements. Et d'où l'idée d'européaniser les Jeux olympiques, de partager les bonnes pratiques, de développer un modèle où on est respectueux de de l'environnement, où on essaie de consulter les citoyens un peu, hein, beaucoup plus que dans d'autres pays. Voilà, c'est peut-être ce modèle qui serait un modèle plus démocratique, mais à l'épreuve de la réalité. Donc il faut suivre effectivement ce qui se passe actuellement au JO de Paris, parce qu'il y a eu quelques consultations, mais il y a aussi eu des oppositions, hein, pour le village olympique, pour les piscines, etc. Juste pour compléter d'un autre point de vue, un point de vue plus global, ce que j'ai pu constater, c'est que les acteurs qui défendent l'idée olympique, qui la mettent en avant, qui vont défendre soi-disant les valeurs, hein, de l'olympisme, souvent ces mêmes personnes ont des intérêts et des enjeux qui sont tout à fait autres et qu'ils cachent à travers la défense de valeurs universelles comme ça. Donc je pense que dès qu'on s'approche un petit peu plus près, qu'on découvre les positions, les trajectoires des personnes, des acteurs principaux de ce genre de grands événements, on s'aperçoit que ça cache d'autres intérêts et d'autres enjeux. Alors c'est vrai que ce conflit que vous décelez entre citoyens, territoires, organisations sportives, professionnelles et amateurs, je trouve c'est intéressant parce que dans le cadre de Paris 2024, il y a eu la création du label Terre de Jeux pour que les collectivités territoriales qui ne sont pas hôtes des installations olympiques puissent s'approprier l'image de Paris 2024. On a aussi la question des CPJ, donc des centres de préparation aux Jeux, c'est-à-dire ces collectivités, et c'est pas le cas seulement de Paris, là, hein, les autres villes olympiques ont la même chose, c'est-à-dire des délégations d'athlètes peuvent venir en France pour se préparer aux Jeux, et ça peut d'ailleurs avoir des compétitions internationales autour de ça, puisque par exemple la France avait accueilli un certain nombre d'équipes pour Londres 2012, donc ça avait été, on peut aussi déterritorialiser les Jeux à partir des délégations sportives. Donc ces deux mécanismes qui permettent finalement de diffuser les Jeux sur le territoire. Est-ce que vous, en particulier Terre de Jeux, donc le label, est-ce que vous l'aviez vu dans le cas de Allemands, Italiens ou Hongrois? Est-ce qu'il y avait eu une volonté de créer cette appropriation par les autres territoires que la ville candidate et phare aux élections, à l'élection pour les Jeux? Est-ce que cette déterritorialisation avait déjà pris un peu avant l'abandon de la candidature? Alors vas-y, Michel. Ok, alors pour le cas de Rome, comme la ville n'a pas été, on a interrompu le processus, ils ne sont pas allés jusqu'à associer les territoires comme on le fait en France, parce que par exemple Strasbourg est la belle terre de jeu aussi, hein, et donc je vois très bien ce qui se fait
C'est-à-dire qu'on essaie de communiquer sur les Jeux Olympiques à travers la mise en avant tout des sports de compétition, hein, des sports de club qu'il faut développer, surtout dans un contexte post-Covid. En Italie, si vous voulez, il y a une place très importante du CONI. Le Comité olympique national italien a une place un peu particulière, qui est très puissante, avec des ramifications dans tous les territoires, les régions, les provinces et les villes. Donc, je pense que si Rome avait été élue comme ville organisatrice, je pense que c'est à travers plutôt le relais des comités olympiques que des villes. C'est-à-dire que je pense que ça aurait été le comité olympique qui aurait fait tout ce travail de communication et de relais sur les territoires, davantage que l'appropriation par les collectivités elles-mêmes et aussi, bon, c'est toutes les collectivités territoriales, hein, parce que des départements en France aussi portent, il me semble, je me demande s'il n'y a pas des labels aussi au niveau des départements, il faudrait vérifier, oui c'est le cas, des régions. Je crois qu'il y a 90 départements labellisés sur les... Voilà, c'est ça, les départements le sont aussi. Bon, le département n'existe pas en Italie, hein, c'est pas le même découpage administratif, mais il y a plus une force du CONI, si vous voulez, qui aurait fait peut-être ce travail, qu'à l'échelle de la France, où il y a notamment de la décentralisation, une prise en charge effectivement des questions sportives, à travers la clause de compétence générale, les villes s'emparent de ces questions. Elles le font. Donc, je pense qu'il y a une différence. Oui. Michel ? Oui, pour le cas de Rome, pour le cas de Hambourg, il n'y a pas eu ce processus. Il y a eu vraiment une concentration de l'essentiel des équipements, etc. Et la raison est très claire, c'est que la ville de Hambourg, c'est un peu spécial en Allemagne, hein, la ville de Hambourg est en même temps un Land, hein, c'est un des Länder. Ça concerne plusieurs quartiers qui sont énormes en termes de population, mais c'était essentiellement une manière de redynamiser et de revitaliser dans un projet aussi bien au niveau des transports, des moyens de transport que des hôtels, etc. Donc tout était concentré sur Hambourg. Il n'y avait pas une appropriation des autres Länder par rapport à ça. Donc c'était peut-être aussi l'erreur des organisateurs de ne pas avoir voulu nationaliser ce projet. Mais le problème, c'est que les seuls qui allaient participer au référendum, c'est les habitants de la métropole. C'est interdit, si vous voulez, de faire un référendum national dans la constitution allemande à cause de l'histoire de l'Allemagne et du fait que le passé nazi était lié à un référendum national. Entre autres, pas seulement. Il y a aussi eu des élections, on connaît un petit peu l'issue et puis le contexte des élections qui ont mis le parti nazi au pouvoir et Hitler, mais c'était aussi un référendum. Et donc, dans la constitution qui a suivi, il fallait absolument plus qu'il y ait une possibilité de renverser le pouvoir à travers un référendum national. Merci pour ces réponses. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions. S'il n'y en a pas, ça fait maintenant 1h30 qu'on est en séminaire. J'ai une question, une dernière question, bien évidemment, pour discuter autour de ces éléments. Comment vous analysez finalement la décision du Comité international olympique à Tokyo en 2021, donc pendant les Jeux, de finalement s'affranchir du système de candidature qui existait auparavant pour les Jeux et de directement désigner pour 2032 la Gold Coast australienne comme site hôte des Jeux Olympiques, sans passer par une compétition entre territoires, entre villes. Est-ce que c'est un moment singulier parce qu'il n'y avait pas de candidature, on était en crise, il y avait la crise épidémique, il y avait eu les 2 élections de Paris et Los Angeles à la suite en 2024 et en 2017 pour 2024 et 2028. Est-ce que là on atteint les limites finalement du système olympique de candidature, ou est-ce que c'est temporaire et on reviendra comme
l'olympisme a su le faire, hein, revenir après les crises. C'est quand même une institution qui a connu beaucoup de péripéties différentes, donc avec une immense résilience, hein, pour l'olympisme institutionnalisé depuis 120 ans maintenant. Et voilà, quel est votre avis sur cette modification du modèle des Jeux? Si tu veux, William, je vais commencer par répondre, hein. Oui. Personnellement, je pense que le nombre de candidatures avortées, le fait que effectivement il n'y ait plus que finalement que 2 candidats aux Jeux Olympiques 2024, le fait que le CIO avait mis dans ces conditions de candidature, hein, une amorce de participation des citoyens, c'est qu'il était plus ou moins obligé par rapport à l'évolution des rapports entre la sphère politique et les citoyens. On ne peut plus aujourd'hui dans des grandes institutions comme ça s'affranchir complètement de ce lien avec les citoyens. Et donc, il a bien fallu le faire, mais les conséquences, c'est que de plus en plus de sondages et de référendums font abandonner des candidatures. On n'a pas trop parlé du cas de Budapest. Budapest candidate depuis pas mal de temps, comme d'autres pays, uniquement pour faire croire que le pays est capable de proposer des grands événements. Et il a sauté sur l'occasion par rapport à une pétition qui avait été lancée par des étudiants, hein, par le mouvement Momentum, où il y a eu en quelques semaines 300 000 signatures, ce qui était inédit dans un pays comme la Hongrie, pour dire voilà, c'est les citoyens qui ont refusé que j'organise, alors que les vraies raisons sont économiques. C'était impossible pour ce pays d'organiser un tel événement et de tenir les engagements qu'ils étaient prêts à tenir dans la candidature. Donc, parfois, on se sert aussi des référendums et des sondages et des pétitions pour justement faire croire que le pays était capable, le pays a candidaté, mais a dû se retirer à cause des citoyens. Je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de renoncements avant terme ont peut-être convaincu le CIO de changer de braquet. Je ne sais pas si c'est durable ou pas. William, tu as un avis là-dessus? Mais bon, c'est un avis qu'on peut avoir. On n'a pas étudié la question d'un point de vue scientifique, donc on peut difficilement répondre de manière construite à cette question, hein. Oui, non, j'ai pas vraiment suivi ça, mais c'est vrai que là, on atteint ce projet-là montre qu'on atteint les limites du système olympique qui organise des Jeux olympiques, parce que l'idée olympique, c'est qu'il y ait une sorte d'élan de la base, enfin de la nation qui organise, de la ville, et donc ça suppose une implication, mais on voit, la réalité montre qu'il y a de plus en plus d'opposition, effectivement, que ce soit les Jeux olympiques ou les Coupes du monde de football. On voit qu'il y a des violences. Alors, ceci est lié à la montée plus générale des oppositions, enfin du phénomène Gilets jaunes et d'autres phénomènes, parce que les citoyens sont de plus en plus attentifs aussi à leur vie, à régler leurs propres problèmes, même si le spectacle sportif, il n'y a jamais eu autant de personnes qui regardent les spectacles sportifs à la télé ou sur leur écran d'ordinateur. Donc, je pense que j'avais déjà émis l'idée. L'idée, c'est peut-être de trouver une ville, parce que ça, c'est le système tournant qui est remis en question. C'est-à-dire, on change, on fait des élections, et ce qui suppose que la ville doit investir beaucoup parce qu'on change chaque fois. Et autant dans les années 60-70, on était dans une optique de béton, de croissance économique, et donc on pensait qu'il fallait construire et que c'était une bonne chose d'accueillir les Jeux olympiques pour le développement de la ville. Autant maintenant, on est plus sur des questions liées au climat et de qualité de vie urbaine. Je pense qu'il faut revoir ce système et peut-être prévoir une ville qui a déjà les installations et qui peut accueillir sans modification, à condition que les citoyens soient d'accord, et qui puisse accueillir plusieurs fois, d'ailleurs, un événement, pourquoi pas. Moi, j'avais donné l'idée d'une ville grecque, Athènes par exemple. Mais bon, Athènes, on sait que lors des JO, il y a eu un gouffre énorme, une dette encore maintenant
qui est payé par les Grecs. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur système, mais c'est vrai qu'on ne peut plus réfléchir comme il y a 10 ans dans l'organisation de ces événements. Est-ce qu'il faut un événement continental partagé par plusieurs pays? On voit que les Coupes du Monde, l'Amérique latine veut déposer je crois qu'elle a déposé une demande d'organisation de la Coupe du Monde, alors je ne sais plus en quelle année, mais qui associerait l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, plusieurs pays. Ça a déjà été fait. Donc, pour que ce ne soit pas une seule ville, un seul pays qui supporte les désagréments liés à l'organisation d'une grande compétition. Donc, je n'ai pas plus que ça à vous dire. Hein. Je n'ai pas étudié ce dossier non plus. Tout à fait, merci. Et je sais que une des autres options, c'était de rester sur les 4 villes déjà élues 3 fois pour les Jeux, qui était de faire un tournée entre Londres, Paris, Los Angeles et Tokyo, qui viennent de rénover leurs infrastructures et éventuellement pourraient prendre un tournant à 4 ou 5 villes en rajoutant une ville éventuellement. Donc oui, le CIO est en train de réfléchir à l'avenir de son système. Je vous remercie.